Pour suivre Fertile Mag, cliquez sur s'abonner et n'hésitez pas à liker nos vidéos en cliquant sur le petit pouce. Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 41 ans, je suis professeure des écoles depuis bientôt 20 ans. Je suis mariée et je suis l'heureuse maman de deux petits garçons, des jumeaux qui ont 9 ans et demi maintenant. Alors juste après notre mariage en 2006, on a essayé de mettre un bébé en route et au bout d'une année d'essais infructueux, on a commencé à faire des examens. Et là, c'est notre médecin généraliste qui nous a pris en charge au départ et on a eu beaucoup de chance parce que souvent tout se passe autour de la femme, on cherche beaucoup autour de la femme ce qui se passe, ce qui ne va pas. Et très vite, notre médecin généraliste nous a vraiment vu en couple et avec la fertilité masculine aussi qui pouvait poser souci. Et très vite, il nous a orientés aussi vers un spermogramme. Ce qui a permis de voir que mon mari avait une OATS sévère, oligo-asténotératospermie sévère. Et voilà, le problème était là. Et suite à ça, il nous a orientés directement vers le centre de PMA de la ville à côté de laquelle on habitait. Suite au spermogramme, notre médecin généraliste a téléphoné chez nous et c'est moi qui ai répondu et c'est moi qui ai eu voilà, la mauvaise nouvelle sans avoir trop de détails puisque du coup il nous a dit juste qu'il voulait nous revoir. Donc il a fallu ensuite moi que j'annonce ça à mon mari. Ça a été très dur. Après, on est resté très optimiste au début, puisque effectivement, il y avait des problèmes sur les spermatozoïdes, mais très vite à l'hôpital, ils nous ont dit que de toute façon, il suffisait d'un spermatozoïde pour faire un bébé. Donc, même s'ils n'étaient pas en très bon état, il y en avait quand même plusieurs millions, donc ça devrait pas poser de problème pour nous. Et après, tout le long du parcours, il y a eu des hauts et des bas, et surtout avec mon mari, on a réagi très différemment, alors que moi, j'avais besoin de me couper du monde, et j'étais en attente. Lui, au contraire, avait besoin de faire plein de projets et plein d'autres projets pour continuer à avancer, continuer à supporter cette épreuve. Donc on n'allait pas forcément toujours dans la même direction, donc c'était pas facile. Mais on est restés quand même unis à fond jusqu'au bout. On avait 27 ans tous les deux. Donc on était jeunes encore et le monde médical se disait que pour nous, il y aurait rapidement une solution puisque souvent le frein justement à la PMA, c'est l'âge et les années qui passent. Et nous, on était plutôt bien placés pour ça. Donc voilà, on a commencé très très vite, dès 27 ans, les premiers essais en FIV-ICSI. Alors en France, on nous a proposé directement des FIV-ICSI. On n'a pas eu ni stimulation avant, ni insémination artificielle. Vu la sévérité de l'infertilité de mon mari, l'indication c'était directement des FIV-ICSI. Ça s'est passé relativement vite, c'est ce que j'analyse maintenant. À l'époque, quand on m'a donné le rendez-vous 2 mois après pour le premier rendez-vous, j'ai trouvé ça loin et long et une éternité. Maintenant, quand je regarde en arrière et qu'on connaît les délais de la PMA, finalement, c'était pas si long. Et voilà, on est parti sur plusieurs FIV-ICSI. Le premier rendez-vous à l'hôpital a été un petit peu rude. C'était rude déjà d'aller à la maternité, puisque alors qu'on n'arrive pas à avoir de bébé, le rendez-vous se passe à la maternité. Donc on est dans les salles d'attente avec des femmes avec des gros ventres qui ont l'air fatiguées et des fois exaspérées par ce gros ventre, alors que nous on rêve que de ça. Donc ça, c'était très très dur. Et puis après, ça a été des questions de personnes. Autant on a pu croiser des fois des secrétaires ou des sages-femmes, des infirmières hyper chaleureuses, adorables. Et à côté de ça, certaines personnes qui étaient froides. On était un dossier et nous on avait plein de questions. On était en attente de réassurance et il n'y avait pas forcément ça. À tel point qu'avant d'aller à l'hôpital, on se faisait des listes de toutes les questions qu'on avait à poser. Parce que quand on arrêtait de parler pendant quelques secondes, ça mettait un terme au rendez-vous et on était vite raccompagnés à la porte. Donc on se disait, il faut qu'on laisse absolument aucun blanc, il faut que toutes les questions qu'on a à poser, on puisse les poser. Donc on les listait pour être sûr qu'il n'y ait pas de blanc et sûr qu'on ne soit pas renvoyé à la porte trop vite. Donc voilà, on a pris l'habitude petit à petit de faire avec ça. Et après, c'était vraiment des questions de personnes. Ce qui a été dur quand même dans le parcours en France, c'est qu'il y a eu par rapport à notre dossier, au fur et à mesure des années, beaucoup d'approximations.
des choses complètement aberrantes et incohérentes pour lesquelles on n'a jamais eu vraiment d'explication, on n'a pas compris ce qui s'était passé, si c'était un manque de lecture de notre dossier, si c'était une erreur, si c'était une stratégie de leur part, mais voilà, ça a été parfois très compliqué et très douloureux. Au début, pendant les analyses, mon mari a dû faire un spermogramme et le premier spermogramme qu'il a fait, on n'était pas encore suivi à l'hôpital, il a été prescrit par notre généraliste et donc il est allé le faire dans un labo de ville. Donc je déconseille parce que dans un labo de ville, ça veut dire qu'il n'y avait pas de salle prévue à cet effet, donc il s'est retrouvé dans un petit bureau avec une vitre, avec un rideau, mais le rideau était de l'autre côté du bureau dans lequel il était. Donc à tout moment, quelqu'un pouvait l'ouvrir. Donc voilà, rien n'était prévu pour le spermogramme. Il y avait des gens qui passaient derrière la porte, un bruit pas possible. Donc ça a été vraiment très stressant pour lui. Et ça a été un moment compliqué. Ensuite, quand on était à l'hôpital, là, c'était des salles prévues à cet effet. Bon, les magazines, c'était pas terrible. Puis surtout, ça donne pas vraiment envie de les toucher. Alors, on n'était pas encore dans cet esprit gel hydroalcoolique et tout bien nettoyé et propre plus, mais malgré tout, ça donnait pas très envie. Et je le sais, ça, parce que un jour, je suis allée avec lui parce que j'avais envie de recréer quelque part notre intimité, de retrouver de l'intimité dans ce qu'était l'hôpital, et ça a été une super erreur de ma part. J'aurais jamais dû, parce que c'est un moment que j'ai super mal vécu, qu'on a super mal vécu. C'était terrible. Je l'ai fait une fois et puis je me suis dit plus jamais. On peut pas mettre de l'amour et de l'intime là-dedans. C'est un acte médical et rien de plus. Il faut que ça soit cantonné qu'à ça. Alors pendant le parcours, ce qui nous a le plus aidé et soutenu, enfin surtout moi, c'était d'aller sur les forums, discuter avec d'autres personnes qui étaient dans les mêmes difficultés que nous. Et j'ai trouvé un forum notamment où c'était des maîtresses d'école comme moi qui avaient un parcours en PMA. Donc on avait vraiment plein de choses en commun, et par le travail et aussi par le parcours pour avoir un enfant. Et c'est vraiment ça qui a été un soutien, parce que malheureusement les proches, les amis ou la famille étaient là, étaient présents, mais quand on vit pas ça, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est. Les mots pleins de bonnes intentions peuvent parfois être blessants malgré tout. Et puis surtout, plus les gens sont proches, plus ils ont de la peine. Et voir leur peine qui est causée en plus par nous, ça devient vite compliqué et même insupportable par moment. Donc vraiment, mon refuge, c'était d'aller sur les forums et aussi de lire des livres de personnes qui étaient passées par là, des témoignages de personnes qui avaient eu un parcours en PMA. Alors, mon mari, lui, n'est pas du tout allé sur les forums, ça l'intéressait peu. Lui, au contraire, c'était de faire tout autre chose. Et lui, on est parti à ce moment-là dans un projet de maison. On a vendu une maison pour essayer d'en acheter une autre et partir dans des projets de travaux, de construction. À défaut de construire une famille, lui, il avait besoin d'être dans quelque chose de constructif quand même. Et donc, il s'est lancé dans l'immobilier à fond pour penser à autre chose. Alors le parcours a été long et douloureux, mais quand on regarde en arrière, des fois il y a quand même des moments qui sont des moments qui me font rire en regardant en arrière, notamment le jour où je suis professeure des écoles et un soir j'avais un conseil d'école qui devait finir assez tard, après 20h, 21h, et j'avais mon injection à faire, ma piqûre à faire, je faisais mes piqûres toute seule. Et il fallait que je la fasse entre 17 et 19h, donc j'avais emmené toute ma trousse, etc. à l'école. Et comme il faut garder le produit au frais, j'avais mis tout ça dans le frigo de l'école, qui se trouvait dans la cuisine de l'école. Et au moment de partir de la réunion, à 20h passées, je m'approche de la cuisine, la porte était fermée à clé.
Je vais au Petit Clou, il y avait la clé de la cuisine qui était toujours à cet endroit-là, pas de clé de cuisine. Et là, c'était le drame parce que j'avais besoin de récupérer, c'était le week-end après, j'avais besoin de récupérer mes produits pour pouvoir me piquer le lendemain. Et j'étais dans une vieille école avec les fenêtres qui fermaient pas trop bien, donc j'ai escaladé la fenêtre, je suis rentrée par effraction dans l'école pour récupérer ma seringue. Et j'étais, voilà, c'était un bon moment d'adrénaline parce que quelqu'un arrivera, aurait pu appeler les gendarmes, j'aurais pu me retrouver à la gendarmerie assez rapidement. Et puis voilà, de rentrer quelque part par effraction pour récupérer une seringue et un produit. J'ai vécu mon petit moment illicite et mon petit moment de frisson à ce moment-là. Quand je regarde en arrière, ça me fait rire maintenant. Sur le coup, pas trop, mais maintenant, oui. Alors on a fait une première FIVIXI qui a été un échec. Il n'y avait pas d'embryon congelé sur cette première. Ensuite on a enchaîné sur une deuxième assez rapidement. À nouveau un échec. On avait pu congeler 2 embryons. Donc quelques semaines, quelques mois après, j'ai eu un transfert d'embryons congelés. Et là, au bonheur, enfin, la bonne nouvelle, j'étais enceinte. Et c'était juste formidable, c'était juste magnifique. Et malheureusement, à l'échographie des 12 semaines, on avait déjà eu une première échographie où on avait vu le petit cœur battre, tout allait bien. Et à l'échographie des 12 semaines, ça a été la douche froide puisque le bébé n'avait plus d'activité cardiaque. Donc voilà, c'était la fin de l'espoir qui renaissait. Et derrière, il y a eu aspiration, etc. Et puis un gros moment très très douloureux pour moi où j'ai vraiment eu du mal à remonter, je savais que j'allais continuer, je savais que j'allais pas lâcher, mais ça a été vraiment un coup de poignard à ce moment-là parce qu'on y a cru, on a espéré. Et puis voilà, 12 semaines quand on est en PMA, sachant qu'on commence les stimulations un mois avant, ensuite il y a l'attente des 15 jours avant de savoir qu'on est enceinte. 12 semaines en PMA, ça correspond finalement à presque 20 semaines de grossesse dans la tête et dans l'investissement qu'on y a mis. Donc ça a été vraiment douloureux. Ensuite on a entamé sur une 3e FIV. Qui a été un échec, avec des embryons congelés à nouveau, avec encore des techs qui ont encore été un échec. On a entamé la dernière FIV, pour laquelle elle était parfaite, tout était parfait, celle-là, même la lune était comme il fallait au bon moment, il y avait tout. Et à nouveau, ça a été un échec, et on avait 1 ou 2 embryons congelés, je ne sais plus. Et là, j'ai eu le transfert de ces embryons congelés, et là, j'ai entamé une nouvelle grossesse. Mais dès le début, les taux de bêta-HCG n'étaient pas très bons. Et voilà, très vite, c'est allé à nouveau sur une fausse couche. Lors de notre prise en charge en France, c'est vrai qu'on a cette chance-là en France d'avoir une prise en charge à 100%. J'avais l'ALD, ce qui est super important puisque financièrement, on n'a absolument rien dû engager comme frais durant le parcours. En revanche, on ne se sentait pas du tout libre dans ce parcours, c'est-à-dire qu'on était vraiment soumis aux décisions médicales, aux décisions du staff. C'était toujours le staff à statuer, le staff à trancher, le staff a dit. Et on n'avait vraiment pas notre mot à dire sur rien, ni sur les techniques, ni sur ce qu'on souhaitait pour la suite. On avait vraiment l'impression de subir. Et déjà, dans ce parcours-là, on n'est plus acteur, on est de sa façon de construire la famille, et la façon dont on a été pris en charge en France, ça rajoute encore à ça. On est un numéro, on est un code, et voilà, on n'était pas suivi par une seule personne, mais dans un grand hôpital. Donc une fois c'était un gynéco, une fois c'était une autre sage-femme, c'était rarement 2 fois la même personne. Donc tout ce qui nous concernait était juste écrit sur un papier, et encore assez approximativement des fois, vu les erreurs qu'il y a eu le long de notre parcours. Donc ça a été très compliqué à gérer. Après, je ne doute pas quand même de l'engagement et de l'investissement de chaque personne. C'est plus le système hospitalier tel qu'il est actuellement, où tout le monde est un peu débordé, et ils font leur maximum, mais avec les moyens qu'ils ont malheureusement.
lorsque ma deuxième fausse couche a été actée par le gynécologue, elle savait qu'on était en parcours PMA, elle est allée voir le dossier, elle a commencé à dire alors pour la suite, et là gros blanc derrière, parce que nous on savait la réponse, on savait qu'il n'y avait pas de suite, c'était la 4e et dernière FIV à laquelle on avait droit. Donc elle était très gênée, elle a plus trop rien dit, puis elle a dit vous reprendrez rendez-vous avec votre gynéco. Et c'est ce qu'on a fait. Après, on avait déjà commencé à réfléchir à l'après, avant les dernières FIV. On avait besoin de pouvoir se projeter sur ce qui allait se passer après.